Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, je suis très heureux de pouvoir vous commencer cette année avec vous pour ce premier webinaire qui est proposé par Secutop sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est sûr, et qui n'a rien d'anodin et qui vous tiendra, je suis persuadé, à cœur aussi. On va parler du handicap, surtout le handicap au travail, et on va faire le maximum pour être très concret. On va pas partir dans des grands discours. On va surtout parler du quotidien, parler du pratico-pratique. On va, en une heure, bien sûr, on n'aura pas le temps forcément de rentrer dans des détails très techniques. Et ça, justement, ça pourra faire l'objet d'une prochaine rencontre entre nous ou les conseillers de Secutop. Donc l'objectif est très simple, c'est que vous puissiez y voir un peu plus clair et en tout cas être dé- euh, dédramatiser le sujet, pardon, et savoir quoi faire. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si le handicap euh, peut faire peur en entreprise, parce que c'est souvent le mot qui revient, ça fait peur, c'est pas un manque de volonté, c'est parce que souvent les rôles ne sont pas clairement définis dans l'entreprise, et s'ils le sont, la personne qui va être en charge du sujet va devoir porter toute cette responsabilité tout seul. Voilà. Et ça peut être un sujet qui est mal compris encore, malheureusement, aujourd'hui, et on ne voit pas forcément le levier de, le levier de bénéfique que ça peut représenter dans une entreprise. Alors voilà, je m'appelle Cédric, Cédric Barbiero, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Et donc vous allez pouvoir poser vos questions en direct sur le live. J'ai ma petite tablette à côté et je surveille. Alors, vous me pardonnerez, il y a un petit décalage entre le moment où vous allez poser votre question et le moment où je vais le voir. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. On est quand même ensemble pendant une heure. On va faire en sorte que ça soit le plus interactif possible. Il n'y a pas de questions bêtes. J'ai pas toutes les réponses. Par contre, on peut bien sûr rester en contact pour vous les apporter si jamais, le cas échéant, on n'a pas toutes les réponses tout de suite. Je vais d'abord me présenter au-delà de mon nom et mon prénom. Je vais vous dire pourquoi je suis là. D'abord, côté personnel, j'ai moi-même une fille porteuse de handicap, qui a une trisomie 21. Alors ça fait pas de moi un spécialiste, c'est pas pour ça, hein, on devient un spécialiste par des formations, par, des certifications, par plein de choses et simplement parce qu'on est humain et qu'on s'intéresse au sujet, avec, bon sens, il me semble. Et donc je travaille, depuis plusieurs années sur ces questions du handicap, que ça soit sur le côté associatif, d'abord et sur le côté, professionnel ensuite. Alors pourquoi je mets en parallèle ces 2 sujets? Eh bien tout simplement parce que en fait, le monde associatif m'a permis de vraiment découvrir, ces personnes et de me rendre compte, de tout le potentiel à côté, duquel on pouvait passer, nous, professionnels. Puisque moi, dans mon ancienne vie, j'ai pu travailler dans des grosses entreprises, en tant que manager et notamment, j'ai eu des personnes, en situation de handicap, alors on en parlera un peu plus tard, mais pas forcément visibles. Et force est de constater que, c'était pas ou mal pris en charge. Et en tout cas, les conditions de travail n'étaient pas forcément, les plus adaptées. Heu, Finalement, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le handicap, c'est pas le handicap le problème. Une personne avec un handicap, vous aurez beau faire ce que vous voulez, elle sera toujours comme ça. Heu, c'est pas à elle de s'adapter. Ça, c'est valable depuis la loi du 11 février 2005. C'est à son environnement de s'adapter. Ça peut vous paraître évident, mais réfléchissez-y un peu. Je regarde les questions, hein, vous m'excusez. C'est pas si évident que ça à chaque fois et ça demande un exercice intellectuel quand même de se positionner, de prendre un angle différent d'approche et se poser la question de savoir si j'adopte la bonne posture. Alors, on va d'abord parler du référent handicap. Donc, le référent handicap, je vais demander à mon cher ami Valentin de pouvoir faire passer le slide, mais c'est pas indispensable, c'est pas très grave. Le référent handicap, c'est alors
côté positif, enfin, il y a le plus et le moins. Vous savez, pour les entreprises d'une certaine taille, vous avez une obligation d'emploi de 6% de personnes en situation de handicap dans vos effectifs. Alors, moi, je ne suis pas trop partisan de contraindre les entreprises, mais force est de constater que grâce à cette loi, on a quand même pu commencer à faire bouger les lignes concrètement, et les entreprises ont commencé à se dire mince, comment je fais pour m'y mettre? Et puis, surtout, se rendre compte, et ça on en parlera quand on abordera le sujet du document unique, des entreprises qui se sont rendues compte qu'elles produisaient leurs propres personnes en situation de handicap aussi. Alors, bah, comme c'est écrit sur le slide, quand les rôles sont flous, ben, c'est un peu le fait de ne rien faire qui devient la norme. Alors oui, pour les entreprises de plus de 250 salariés, il est plus que conseillé d'avoir un référent handicap. Mais c'est qui ce référent handicap? D'abord, c'est pas un professionnel de santé. Enfin, c'est pas forcément un professionnel de santé. Ça peut l'être, mais c'est pas ce qu'on lui demande en tout cas. C'est pas un juriste, c'est pas un travailleur social. Et donc vous allez me dire, mais du coup, il sert à quoi? Mais en fait, c'est une porte d'entrée, ce référent handicap. C'est une porte d'entrée, mais pas une porte de sortie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être en mesure de coordonner les demandes des personnes donc, je lis les questions en même temps, c'est un exercice incroyable. Donc, qui coordonne les questions des personnes qui peuvent s'interroger, qui ont déjà une RQTH et qui peut-être demandent des aménagements de poste, qui ne savent pas vers qui se retourner. Lors d'un webinaire, on pourra aussi aborder le sujet des aidants, parce que le référent handicap peut aussi être là pour les aidants. Il n'a pas en tout cas vocation à tout gérer. Il est un point d'entrée, un point de contact, et il essaye de coordonner en fait les relations avec le service RH, la direction. Il essaie de coordonner et de sécuriser un peu le parcours des collaborateurs. Euh, mais c'est vraiment une question de bon sens, et c'est avant tout quelqu'un d'humain. Alors on me pose une question, est-ce que les entreprises respectent vraiment cette loi par conviction ou par obligation? Ben, je crois que j'y ai déjà un peu répondu. Quand vous n'atteignez pas votre taux d'emploi de 6%, je pense que c'est celle-ci dont on parlait, euh, vous avez, alors, les entreprises que je rencontre disent, ouais, ben on prend une amende. Non, c'est pas une amende. Vous faites une contribution à la GFIP, et c'est ces contributions qui permettent ensuite de financer des aménagements de poste, des accompagnements en entreprise. Donc finalement, vous cotisez à votre propre futur aménagement, parce que de toute façon, à un moment donné, il va falloir y être dans le sujet du handicap dans le monde du travail. Donc, est-ce que les entreprises respectent vraiment cette loi? Certaines, on va pas se mentir, certaines préfèrent payer la contribution plutôt que d'employer des personnes en situation de handicap, non pas parce que ce sont des mauvaises personnes, mais parce qu'elles ne savent pas comment faire. Et ben, en fait, le sujet qui revient souvent, c'est on est un peu perdu, on ne sait pas par quel bout y prendre, et on a peur. C'est la deuxième fois que je dis ce mot, mais c'est un mot qui revient souvent. J'ai peur. J'ai pas peur du handicap, j'ai peur de mal faire, donc je ne fais pas. Euh, mais ça, du coup, c'est pas une solution en soi. Donc, ce qui me permet de revenir sur le rôle du référent handicap, parce que vous placez un référent handicap, c'est pas forcément quelqu'un qui est formé aussi, malheureusement, c'est ça, faut le savoir. Il n'y a aucune obligation autour du référent handicap, si ce n'est fortement conseillé. Mais alors, pourquoi aussi avoir un référent handicap finalement sur des entreprises de 250 personnes? Encore une fois, je vais vous parler un peu de moi, mais chez Secutop, moi je suis leur. Alors, j'appelle plus ça un coordinateur handicap, et je fais un petit coucou à Delphine pour le tips, puisque en signature d'email, j'ai référent handicap, mais je préfère le mot de coordinateur handicap euh, pour Secutop, puisque je pense que le sujet est vraiment là, et Secutop pourtant n'atteint pas les 250 salariés dans ses effectifs, mais ils se sont dit, bah voilà, c'est quand même un sujet qui est prégnant, c'est un sujet qui est éminemment important. Aujourd'hui, on a plein de métiers qui sont en tension, et pourquoi
Pourquoi se priver de tout un vivier de personnes qui veulent bosser et leur fermer la porte? Enfin, il y a quand même une incohérence là-dessus. Alors, je vois une question. Bonjour à tous, désolé pour le retard, mais vous êtes largement pardonné, Marine. Par rapport au rôle du référent, est-ce qu'il s'agit d'une personne avec une formation portée sur les ressources humaines? Non, pas forcément. Je vais vous donner un exemple concret. Dans une grosse entreprise, j'ai vu, alors je dis pas que c'est une bonne idée, hein. J'ai eu l'occasion d'avoir un directeur commercial Europe qui était référent handicap. Alors, quand vous avez ce genre de profil, malheureusement, on a mis le référent handicap parce qu'on a une politique RSE et parce qu'on veut faire bien et parce que le monsieur qui s'en est occupé, bah, il a le cœur à la bonne place, il va rendre service, tout ça. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée parce qu'il était énormément en déplacement. Alors, si, la bonne idée, c'est que justement, il est en déplacement, donc il peut aller sur les différents sites, vous me direz. Mais malgré tout, ça reste quand même un directeur Europe qui, vous l'imaginez bien, peut avoir quand même un planning très 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 chargé, ne serait-ce que par ses déplacements. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense que déjà, ça doit être quelque chose qui est volontaire. Et au contraire, le référent handicap est une connexion avec le service RH. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on a un souci, souvent qui se présente. On a des personnes qui pourraient, donc qui sont dans l'emploi, hein, dans l'entreprise, qui ont développé pour une raison X ou Y une situation de handicap. Et ces personnes-là pourraient avoir une RQTH, mais ils ne le font pas. Je vais répéter pour la troisième fois le même mot. Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'être mis à la porte. Ils ont peur des réactions des collègues, et à juste titre, parce que ben, malheureusement, en groupe, on est souvent un peu stupide. Ils ont peur, d'être mis au placard. Ils ont peur d'être vus différemment. Et de l'autre côté, je sais pas quoi, mais de l'autre côté, en tout cas, on a bah, justement les services RH qui, pour celles qui sont concernées, qui veulent rentrer dans le cadre de leurs 6% et qui n'y arrivent pas. Et qui savent pertinemment qu'ils ont des personnes en situation de handicap, ou en tout cas dans une certaine fragilité dans leurs effectifs, mais bah, c'est délicat pour une RH d'aller voir un salarié et puis lui dire ben, oui, je sais que tu es comme ci, comme ça, tu veux pas faire ta RQTH, ça nous arrangerait bien. Enfin, c'est un peu compliqué. Je pense que là, à ce moment-là, se pose le sujet de la communication, mettre en place une bonne communication, sauf que le RH, la personne qui pourrait être concernée par une RQTH, voit dans la personne qui est DRH souvent la représentante de l'entreprise. Donc, soit on est plus confort avec le référent handicap qui peut très bien être un de ses collègues, soit on peut faire intervenir une entreprise tiers comme bah, un coordinateur handicap chez Secutop pour faire ce joint-là et puis organiser tout un tas de choses, des moments de rencontre, des moments de discussion, des échanges confidentiels pour clarifier les choses et voilà, et puis détendre un peu tout le monde sur le sujet. Parce que moi, ce que j'explique souvent aux salariés, c'est que eux, ils pensent qu'ils vont se faire virer parce qu'ils vont avoir une RQTH. Je leur dis, c'est exactement l'inverse, en fait. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir votre accident de la vie, qui va vous fragiliser, en tout cas dans votre emploi, vous êtes rentré à un moment donné dans votre emploi, vous étiez à 100% de vos capacités, et puis ben, du fait de cet incident, vous êtes moins performant, vous êtes plus absent, vous êtes moins concerné, vous avez des relations plus difficiles avec vos collègues, et forcément des relations plus difficiles avec votre hiérarchie. Et c'est à ce moment-là que ça devient vraiment problématique, parce que moi je me mets à la place de votre supérieur ou d'un patron d'entreprise, d'un chef d'entreprise. Euh, Il y a un salarié qui semble être de moins en moins concerné et j'ai pas d'explication. Bah oui, forcément, à un moment donné, la réponse, ça va être
dehors. Alors que si on met en place un parcours pour une RQTH, là, il y a un dialogue qui s'ouvre, là, il y a des solutions, notamment avec la GFIP, pour faire des aménagements de poste, pour faire des aménagements du temps de travail. Euh, si on raisonne en ETP, donc équivalent temps plein, au lieu d'avoir un ETP sur une personne, on fait un 0,5 ETP sur l'une et 0,5 sur l'autre. Et en soi, à la fin des fins, l'entreprise va faire des économies parce que elle va rentrer dans ses 6% et donc elle n'aura plus la contribution. Elle aura été aidée pour faire un aménagement de poste. Elle aura développé quand même une image un peu sympa parce qu'elle sera venue en aide à un salarié qui est en difficulté. Et en plus, accessoirement, elle aura créé quand même un emploi, les 0,5 de plus. Donc, vous voyez, tout ça, il y a quand même quelque chose de vertueux pour tout le monde. Alors, je regarde si on a des questions. Hello, j'aimerais me former pour plus ou moins être référente handicap au sein de ma boîte. Comment je pourrais faire et combien de temps devrais-je y consacrer? Et quid de la hiérarchie avec les managers? Alors, d'abord, la première question, il y a des formations référents handicap. On en propose avec SecuTop. Donc ça, la réponse, elle est vite répondue. Donc combien de temps, j'ai envie de dire, ça va... Franchement, faut pas prendre le sujet comme ça. Faut d'abord voir votre profil, faut d'abord voir les besoins de l'entreprise, faut d'abord voir le contexte et ensuite développer par le menu justement cette formation. Elle peut être sur 1, 2 jours, plus, enfin selon les besoins. C'est pas tant la formation aussi qui compte, c'est aussi le suivi. Vous savez, on a tous vécu des formations en one shot qui servent à rien parce que sur le moment, ouais, on est super convaincu, mais après, si on met pas un suivi en place et des actions de suivi et ensuite des actions correctives, ben, ça va pas servir à grand chose. Et je vais me tirer une petite balle dans le pied, enfin oui et non parce qu'on va en parler après, mais je suis pas sûr que ce soit la première étape de former. Il faut déjà savoir pourquoi on forme. Et je pense que quand on va aborder le sujet du document unique, on va commencer à répondre à cette question. Et quid de la hiérarchie avec les managers? Alors, si, si on parle du maintien dans l'emploi, on va laisser le référent handicap, mais il y a un pont avec justement le maintien dans l'emploi. Donc je vais demander à mon cher assistant de bien vouloir me mettre le slide. Bon, donc dans le maintien dans l'emploi, c'est un signe déjà pour l'employeur qui regarde sa réalité en face. Vous savez, une fois, j'ai assisté à une table ronde. C'était quelqu'un qui faisait du conseil et de la formation auprès des entreprises et notamment auprès des managers. Et il a pris un exemple où une entreprise se targuait justement d'avoir atteint les 6% de personnes en situation de handicap et en fait, ils en étaient même à 11%. Génial. En fait, ils produisaient leurs propres personnes en situation de handicap, malheureusement, par rapport aux conditions de travail. Ce qui me fait encore faire le lien avec le document unique. Enfin, je pense que vraiment le point de départ, on aurait même peut-être dû en parler avant, parce que vraiment, c'est assez essentiel. Et, et quand on parle de maintien dans l'emploi, quand on parle d'incidents, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans la vie personnelle et qui a des répercussions sur le monde du travail, malheureusement, le manager se sent souvent seul. Pourquoi il se sent seul? Parce que même il est câblé de telle façon qu'il va avoir une sensibilité particulière pour les personnes en situation de handicap, le problème est que d'un côté, il va avoir cette personne dans ses effectifs qui va peut-être être moins productive, et de l'autre côté, il va avoir aussi sa propre hiérarchie, donc sa direction, le board de l'entreprise. Si elle n'est pas acculturée justement à la, entre guillemets, la problématique autour des handicaps, va continuer à avoir le même niveau d'exigence et de performance sans prendre en considération les difficultés du manager. Et le manager, entre les deux, il ne sait pas comment gérer cette situation parce que ça reste une situation nouvelle. Donc, quid de la hiérarchie vis-à-vis du manager? Le manager doit pouvoir bénéficier avant toute chose, là pour le coup, d'une formation.
Alors avant toute chose, toujours en fonction des risques qu'on aura identifiés aussi au sein de l'entreprise et de l'analyse de l'activité qu'on aura pu faire. Voilà. J'espère, Charlène, que ça répond à votre question. N'hésitez pas à me dire que je suis complètement hors sujet, je le prendrai pas mal du tout, en tout cas pas tout de suite. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut éviter quand on parle de maintien dans l'emploi? Déjà, il faut quand même arriver à identifier les signaux faibles des personnes qui peuvent développer un handicap dans l'entreprise. Vous allez bon, voir, alors c'est difficile à déceler, mais il y a quand même quelques signes à long terme sur la fatigabilité des personnes. Vous allez voir des personnes de plus en plus fatiguées, vous allez voir des personnes qui vont être de plus en plus absentes, qui vont être tendues et qui vont peut-être faire des erreurs qui peuvent être inhabituelles à votre sens, ou en tout cas, on vous les remonte de cette façon-là. Charlène qui me remercie, eh bien, écoutez, Charlène, ça me fait plaisir. Euh, et le vrai problème, c'est pas cette situation, c'est le fait de ne pas les voir. Déjà en soi, ne pas voir des signaux faibles au sein de son entreprise, ça nous fait nous questionner en tant que manager. Moi-même, j'ai été manager et si vous n'êtes pas au contact de vos équipes, ou en tout cas si vous n'avez pas un reporting suffisamment précis de votre chef d'équipe, et que votre reporting ne consiste qu'à mettre des chiffres dans un tableau, ça veut dire que votre entreprise n'a pas cette culture humaine. Et on va pas se mentir, aujourd'hui, si vous cherchez à embaucher des jeunes personnes, sans parler de handicap, il va falloir quand même montrer un début de culture humaine, justement en vous intéressant vraiment à des problématiques qui sont liées à l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, tout ça. Mais non, là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, à mon sens, c'est d'attendre la RQTH pour. Donc, je le dis depuis tout à l'heure, mais je ne vous ai pas dit, peut-être que tout le monde n'est pas au courant de la signification. Donc, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Ne pas attendre d'avoir forcément cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour commencer à s'intéresser à son salarié. On n'a pas besoin de médicaliser le sujet. Enfin, euh, on n'attend pas de vous d'être des experts du jour au lendemain. De toute façon, même vous ne serez jamais un expert de tous les handicaps. Ce n'est, à mon avis, pas possible et puis c'est pas l'enjeu. Par contre, il y a des clés de compréhension, il y a des indicateurs, comme ce que je viens de vous dire, qui vous permettent de dire, bah voilà, peut-être que ce serait bien d'ouvrir la conversation et l'entretien individuel peut être une occasion d'ouvrir le sujet. Alors, c'est délicat, mais à part le jeu de quelques questions bien placées, et puis de créer une ambiance de confiance, permettre d'ouvrir ce sujet, tout simplement. Et je l'ai dit, donc ne pas laisser le manager seul face à cette situation. Parce que le manager, il est vraiment entre le marteau et l'enclume, et il va être vite incompris si on n'a pas des passerelles qui sont créées entre la direction, les services RH, les responsables syndicaux d'une entreprise qui peuvent vraiment être porteurs de solutions sur ce sujet. Donc on a souvent parlé, vous en avez certainement entendu parler, des accords handicap en entreprise, mais c'est pas juste un bout de papier qu'on signe, il faut vraiment mettre de la substance derrière. Et cette substance, elle peut être aussi avec les partenaires sociaux. J'en viens tout doucement parce que là j'ai pas de questions, je viens tout doucement sur le document unique. Alors pourquoi depuis tout à l'heure je vous parle du document unique? Ben, c'est très simple. Avec CQTOP, on travaille sur un document unique qu'on pourrait appeler inclusif. Alors, c'est même un problème de devoir le préciser, puisque normalement, le document unique doit permettre une reconnaissance des risques, enfin en tout cas une identification des risques pour tous les salariés. Comme on a le temps, Ah, alors attendez, j'ai une question. Concrètement, pour le maintien dans l'emploi, quel serait le bon moment pour agir sans devenir intrusif? Moi, je pense que
Le bon moment, c'est justement cet entretien individuel euh, qui est qui doit être un vrai moment d'échange, qui doit pas être vécu comme forcément bah, qui ne doit pas être vécu comme une sanction. De toute façon, c'est l'entretien individuel annuel est là pour construire l'année suivante, tout simplement. Et concrètement, on peut poser des questions. Je vous donne un exemple. Euh, j'ai connu une situation il n'y a pas si longtemps que ça, un cariste qui avait de gros problèmes de dos. Euh, donc, il s'est mis en arrêt maladie pour pouvoir se faire opérer. Donc, c'est pas le mal du dos. J'ai 50 ans, j'ai du mal à me lever du lit, hein. C'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment le côté médical. Et puis, bah, le réflexe de l'ARH, quand il est revenu d'arrêt maladie, ça n'avait pas été de lui poser la question, bah alors, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Explique-moi. Non. Ça a été de le recevoir et de lui dire, bon bah voilà, est-ce que vous êtes prêt à reprendre votre emploi dans les conditions d'avant? Est-ce que vous êtes prêt, oui ou non? Si vous n'êtes pas prêt, est-ce que vous êtes ouvert à la discussion pour envisager un autre poste? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Et bah là, il y a l'intelligence, hein. C'est-à-dire que tout ne peut pas reposer sur la DRH, tout ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne, c'est de l'intelligence collective à un moment donné. Depuis tout à l'heure, je vous fais référence au service RH, à la direction, au manager, aux salariés. C'est un travail d'équipe, hein. Si chacun reste dans son coin, personne ne pourra supporter cette charge. C'est trop lourd. Mais donc, cette personne qui est cariste a su se dévoiler, a testé, hein, bien sûr, au cours de la conversation, à voir un petit peu les signaux. Alors lui, du coup, pour le coup, il lisait un petit peu les signaux faibles qu'il avait de son interlocutrice. Et bah, de là, en fait, ils ont pu dire, bah voilà, moi, franchement, c'est l'usure des années dans le chariot, donc dans son Fenwick. Bon, Fenwick, c'est une marque, mais bon, bref, tout le monde comprendra. Le problème, c'est que bah, c'est très tape-cul. Et à force, à force, à force, lui, il avait déjà une petite fragilité, et ça fait que accentuer cette fragilité. Et il a donc, pendant cet entretien, il en a parlé. Et au moment où je suis intervenu dans cette entreprise, ils étaient en plein dans bah, le dossier de la RQTH, de voir par rapport à la GFIP, comment ils vont faire pour pouvoir adapter, euh, non pas le changer de poste, mais adapter son siège pour que, avec des ergots, hein, pour qu'il puisse rester dans son emploi. Et bah voilà, moi je trouvais que c'était une situation intelligente. Donc je ne sais pas la finalité parce que j'ai fait une mission chez eux et j'avais pas la fin du dossier avant de partir. Mais en tout cas, voilà un échange constructif, intelligent, mais où chacun prend sa part. Le chacun prend sa part est aussi difficile. Je fais encore un pas de côté avant de revenir sur le document unique, mais je vais vous expliquer une petite anecdote. Alors, je reviendrai sur votre question après, Alexis. Identifier le handicap dans le DUERP n'est pas discriminant en somme. On la met de côté. Je voudrais juste vous donner un exemple. Pour vous dire la difficulté qu'il y a, et c'est pour ça qu'il faut non pas sensibiliser, en fait, il faut sensibiliser toute l'entreprise. Un jour, j'interviens, puisque, bah, encore avec Secutop, on propose des ateliers de réalité virtuelle pour sensibiliser au handicap invisible. Parce que je vous donne un petit chiffre, 80% des handicaps ne se voient pas. Donc vous avez 12 millions de personnes en France qui ont une reconnaissance administrative d'un handicap, quel qu'il soit. Donc reconnaissance administrative, ça ne veut pas dire que toutes les personnes handicapées sont dans ces 12 millions. C'est des personnes qui ont fait la démarche ou qui en ont conscience. Et donc 80% de ces personnes-là ont un handicap invisible. Et là, vous allez faire, oh, ça fait beaucoup. Pas tant que ça quand on y réfléchit. Une personne sourde, ça se voit pas forcément, à moins qu'il y ait un implant cochléaire, mais ça se voit pas forcément. Un aveugle, ça se voit pas tout de suite. Une personne qui a un trouble psy, ça se voit pas. Une personne qui a une maladie invalidante comme le diabète, la sclérose en plaques au début, ou d'autres, ça ne se voit pas forcément. Un trouble intellectuel, et c'est là où va être mon exemple, un trouble intellectuel ne se voit pas forcément.
hormis la trisomie 21, par exemple. Un trouble autistique ne se voit pas forcément. Ça dépend de son niveau aussi. J'aime pas parler comme ça, mais bon, à un moment donné, voilà. Et cet exemple que je veux vous donner, je fais une intervention pour une entreprise, donc réalité virtuelle. On fait l'introduction, on fait l'atelier, et puis à chaque fois on fait un petit débrief. Et puis déjà, en entrant, une personne, je l'avais un peu ciblée, j'avais un peu vu qu'il y avait quelque chose. Et au moment du débrief, je me rends compte qu'il y a deux personnes. Alors, il y a deux personnes d'abord qui se dévoilent, qui disent bah voilà, moi je suis aidant, ma fille ou mon garçon, peu importe, je ne me rappelle plus, a un trouble autistique. Bon, ok, très bien. Donc là, moi je me dis bah, très bien, on va pouvoir rebondir dessus, on va pouvoir travailler sur ça. Et puis une deuxième personne, pareil, un enfant avec un trouble autistique. Ok, oui, à peu près le même âge, je crois qu'ils avaient moins de 10 ans, bon, bref. Et là, la troisième personne que j'avais un peu identifiée en rentrant, elle commence à prendre la parole donc, devant le groupe. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important la culture d'entreprise par rapport au handicap. Il ouvre la bouche, il dit ouais, mais moi, je dois avoir quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez mais alors, déjà, là, j'ai coupé court. Je dis bah, moi, j'en pense rien parce que je suis pas médecin. C'est pas à moi d'en penser. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, il me dit moi, je comprends pas quand on me parle. J'ai l'impression que ça va trop vite. Faut toujours me répéter 3 fois les choses. C'est très compliqué et tout ça. Et là, il n'avait pas fini sa phrase. Ses deux collègues lui sont tombés dessus. Ah bah c'est sûr, toi t'es pas la chips la plus croustillante du paquet, machin et tout ça. Alors là, moi en tant qu'intervenant, ma position elle est compliquée, mais en tant que personne convaincue et un peu militante sur le sujet, j'ai pas pu m'empêcher d'intervenir et leur dire bah écoutez, c'est simple, si on change rien dans votre état d'esprit collectif, alors ça faisait longtemps qu'ils travaillaient ensemble, euh, demain c'est vos enfants qui vont subir ça. Enfin, faut quand même bien en avoir conscience. Ce bon mot, cette petite vanne qui est à chaque fois, c'est un bon mot sympathique, affectueux, mais il faut quand même bien vous rendre compte que ce bon mot, bah lui, il croise un collègue, il l'a, il croise un autre collègue, il l'a encore, il en croise un autre, il l'a, il sort, c'est un ami à lui qui va lui faire une vanne parce qu'il n'a pas compris ceci, cela, il rentre chez lui, il est peut-être marié, il a peut-être des enfants, et peut-être qu'on va lui faire remarquer qu'il ne comprend pas, ou il n'arrive pas à suivre les devoirs. Enfin, vous voyez, la situation, elle est complexe, elle est répétée 20 fois. Donc si on pouvait s'économiser déjà 7 ou 8 heures par jour, les vannes comme ça, qui sont blessantes à la longue et qui mettent en doute et qui ont une répercussion aussi sur la productivité de l'entreprise, parce que ben, un gars qui est obligé qui perd confiance en lui, il est obligé de vérifier 20 fois les choses, il fait peut-être des erreurs qui pourraient être évitées parce que il sait qu'il va être compris et il pourrait demander à son collègue. Enfin voilà, je diverge un peu, mais voilà. Donc, si je reviens sur le document unique, non, c'est pas discriminant si on parle de document unique inclusif. Au contraire, c'est même répondre à la loi. Parce que il faut, dans votre entreprise, considérer tous les salariés, même si vous n'en avez pas conscience. Parce qu'on va être très clair, hein, statistiquement, alors je dis pas, il n'y a que vous dans votre entreprise, vous êtes au courant, mais quand vous voyez les taux, donc on parle de 10, 12, 15% de personnes en situation de handicap, de une personne sur 6 qui est aidante, mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail là, mais vous pouvez considérer que statistiquement, forcément, vous allez avoir dans vos effectifs des personnes en situation de handicap que vous ne percevez pas forcément. Et ça, c'est important. En tout cas, pour lesquels vous n'en prenez pas conscience. Et alors, je, je vais prendre le contre-pied de ça parce que, par exemple, vous avez quelqu'un de sourd. Quelqu'un de sourd, en général, vous allez vite vous en rendre compte. Mais par exemple, sur un quai de chargement ou sur un parc de matériaux, vous allez me dire, bah ouais, bah, un sourd, il peut bien déplacer des palettes, il peut bien porter des moellons, il peut bien faire ceci, il peut bien faire cela. Pas de souci. Là, physiquement, on est bien. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien identifié tous les risques? Par exemple, un chariot qui vient dans son dos. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre document unique qui a été prévu dans ce sens-là pour une personne qui est malentendante ou sourde? C'est une question.
Quelqu'un, parce qu'il faut voir aussi un autre aspect, c'est que souvent, ce que vous allez faire pour des personnes en situation de handicap, toutes les innovations, enfin beaucoup d'innovations pour le handicap bénéficient au grand public en général. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous allez par exemple faire des documents en facile à lire et à comprendre. Donc c'est une méthode bien définie pour utiliser des phrases simples, sujet, verbe, complément, pour identifier une situation, pour raconter une histoire, pour expliquer un document. Il n'y a rien de compliqué, hein. Maintenant avec l'intelligence artificielle, vous prenez votre papier, vous le scannez, vous demandez à ChatGPT de vous le mettre en facile à comprendre. Ça ne sera pas parfait, parce que de toute façon, pour être reconnu facile à comprendre, il y a une procédure à suivre quand même. Mais vous pouvez adapter ces documents à des personnes qui pourraient avoir des problèmes intellectuels dans votre entreprise. Mais pas que. Parce que souvent, vous avez des personnes qui ont des problèmes avec le français. Et, ce document peut très bien leur servir. Ou associer une consigne à un pictogramme. Ça peut très bien leur servir. Ça peut très bien servir à des gens qui ne savent pas lire. Et ça, des fois, vous savez, ils arrivent à mettre en place des méthodes de contournement qui vous en apercevez pas tout de suite. Et ça peut être un risque aussi. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que il y a plein de choses à mettre en place. Il y a des risques vraiment que vous ne soupçonnez pas qui sont déjà existants dans vos entreprises et qu'il faut inclure justement dans votre diagnostic autour du document unique. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. Jérémy, bonjour Jérémy, dans un monde où tout s'accélère, comment faire comprendre que prendre le temps de protéger à la fois la santé physique et la santé mentale au travail est indispensable à la sécurité, à l'engagement et à la performance durable? Ah, par contre il me dit je dois partir, désolé, je regarderai la réponse en replay. Merci Cédric pour la proposition d'information à travers ce live. Ben, merci Jérémy, et puis en fait c'est surtout CQTop qui a été à l'origine, donc moi je ne suis que le bras armé. Merci Jérémy. Alors, vous savez, faut que je vous prenne un exemple un peu imagé. Vous allez acheter, une voiture qui est moins chère, mais parce qu'elle tourne au samplon 95. Et puis, vous avez la possibilité d'acheter une voiture qui est un peu plus chère, mais qui va tourner au samplon 98 ou l'inverse, ou un diesel, bon, peu importe. Ouais, plutôt diesel. Et puis, en fait, vous allez dire, bah oui, moi je roule 50 000 km par an, j'ai acheté ma voiture moins chère que si j'avais acheté un diesel. Ok. Sur le fait, oui. Sauf que à la longue, si vous analysez vraiment le problème, vous auriez payé plus cher tout de suite votre voiture diesel, vous auriez consommé moins sur le long terme. Alors là, vous me dites, le- la pirouette, pour rattacher les deux sujets, ça va être compliqué. Bah, pas tant que ça. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous identifiez pas, moi je suis là pour faire comprendre, lors de mes interventions dans les entreprises, pour faire la démonstration par l'exemple et par des choses factuelles, que vous perdez déjà en fait en productivité aujourd'hui parce que la démarche n'a pas été mise en place. Cette démarche n'a pas été mise en place parce que notamment vous n'avez pas identifié les risques, parce que vous n'avez pas posé de diagnostic dans votre entreprise. Et attention, il y a diagnostic et diagnostic, hein. C'est pas l'accessibilité d'une entreprise, c'est pas juste mettre une rampe pour pouvoir passer avec un fauteuil roulant, hein. C'est pas pour marginaliser les personnes en fauteuil roulant, mais c'est 2 à 3% des personnes en situation de handicap. Donc vous avez rien fait. C'est comme mettre une boucle magnétique en disant j'ai fait le boulot pour des personnes qui sont sourdes. C'est pas du tout le sujet. C'est une possibilité, mais encore faut-il que la personne soit au bon endroit dans la pièce et qu'en plus elle soit équipée pour pouvoir recevoir tout ça. Donc, le son. Très compliqué comme mot, mais en même temps, ça fait déjà un moment que je parle tout seul, donc je commence un peu à fatiguer. Mais bon, tout ça pour vous dire que, à la fin des fins, vous faites un investissement tout de suite qui est un peu plus cher en disant, bah ok, je vais câbler mon entreprise de telle façon qu'elle soit handicap friendly, qu'elle puisse accueillir des personnes en situation de handicap aujourd'hui ou demain, et que les salariés, bah, ils le savent. Donc du coup, je vais pouvoir garder mes salariés longtemps. Je vais pouvoir embaucher parce que c'est pas un gros mot de communiquer sur le handicap, mais en tout cas, il faut le faire finement et il faut le faire intelligemment.
vous montrez la diversité de votre entreprise, vous ne vous servez pas d'une personne en situation de handicap comme d'un faire-valoir pour faire passer comme quoi vous êtes plus gentil que les autres et que les autres ils sont méchants. Mais ça aussi c'est un sujet qu'il faut développer plus en profondeur et que je ne peux pas avoir le temps. J'ai une autre question. Merci Émilie. Dans ce DUERP inclusif, faut-il prendre en compte tous les types de handicap existants pour mettre en place des mesures de prévention? Alors, comme tout projet, si je vous dis oui, vous allez dire c'est pas possible, ça fait trop, et vous auriez raison. Moi, enfin en tout cas avec SecuTop, on se dit de toute façon le sujet n'est pas adressé aujourd'hui, donc ou mal adressé. Donc il faut, euh, il faut qu'on fasse une analyse, mais ça va pas se passer sur une année, hein. Ça va se passer sur des années, ça va être au long cours. De toute façon, votre document unique, il n'est pas là pour une année non plus, donc on le fait évoluer. Un document unique, ça évolue tout le temps, parce que l'entreprise évolue, parce que l'entreprise vit. Donc, on peut très bien commencer et dire, bah, aujourd'hui, voilà, moi j'ai des salariés qui sont identifiés comme porteurs de handicap, on peut déjà commencer par ça, et puis travailler autour. Et puis dire, bah, demain, moi aujourd'hui, j'embauche pas des personnes en situation de handicap parce que c'est trop compliqué pour X ou Y raison. Alors déjà, ça c'est un mauvais angle d'attaque parce qu'on n'embauche pas une personne par ses caractéristiques physiques ou intellectuelles, on embauche une personne parce qu'elle est compétente ou pas. Pourquoi vous embauchez pas un aveugle, une personne aveugle pour conduire un camion? Vous allez tous me dire, bah oui, mais parce qu'il voit pas. Bah non, je suis désolé. C'est pas à vous d'en juger en fait. Euh, le juge de paix dans ce cas-là, c'est le permis de conduire, hein. Et la compétence, c'est le permis de conduire. Si la personne n'a pas son permis de conduire, le sujet, il est traité. La personne ne va même pas présenter à l'embauche. Et en tout cas, si elle se présente à l'embauche, vous aurez l'argument pour dire, bah oui, mais vous n'avez pas votre permis de conduire, monsieur. Donc vous n'avez pas à lui retourner le fait que ce soit son handicap. Donc là, c'est la même chose. Toutes les personnes en situation de handicap ne sont pas faites pour aller dans l'emploi. Attention, il ne faut pas non plus devenir un ayatollah de l'inclusion. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est mon environnement d'entreprise, quel type de handicap peut-il accueillir en toute objectivité, c'est-à-dire pas juste par confort ou par sécurité. C'est vraiment l'exemple que je vous donnais, ça peut être très simple, ça peut être des lumières, ça peut être, enfin, il y a plein de choses à faire pour une personne sourde pour l'alerter d'un danger imminent ou d'un danger qui arrive. Et bah, cette lumière-là, bah, vous voyez, quand je vous dis qu'une innovation dans le handicap, ça peut servir à tout le monde, bah là, on est typiquement dans le sujet. Euh, on a développé ça pour des personnes sourdes. Bah, demain, quelqu'un qui est sur le parc de matériaux, et puis il y a beaucoup de bruit, il y a des camions qui circulent et tout ça, il n'entend pas qu'il y a le chariot qui arrive derrière lui, son gars, son pote qui est derrière, il a des palettes, il voit mal, il voit pas son collègue, par contre son collègue, bah, par des détecteurs de lumière qui font des alertes, alors pas des stroboscopes, parce que alors là, du coup, s'il y a des personnes épileptiques, on va les perdre. Mais, euh, mais voilà, donc encore un exemple que ça peut bénéficier au plus grand nombre. Je me suis perdu dans tout ça. Donc, toujours pour en revenir au DUERP, euh, pour moi qui est dans une petite structure associative, je regarde juste, Émilie, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Et j'ai Charlène qui me repose une question et je remercie Charlène. Pour moi qui est dans une petite structure associative, le sujet n'est pas un peu trop gros, trop complexe. Merci Charlène. Merci Charlène. Je vais vous répondre non. Mais en fait, le problème qu'on a en France, parce qu'en France on est quand même très en retard sur le sujet, c'est que on n'est pas au courant. On a peur de ce qu'on ne connaît pas et ça peut paraître effrayant. Il ne faut pas prendre le sujet du handicap comme ça d'un bloc et de dire bah voilà, le lundi je sais rien, le mardi je sais tout. C'est impossible et on demandera de rien, Émilie. Et on vous demandera jamais de devenir un expert. Voilà, vous avez le droit à l'erreur. Enfin, il faut aussi que dans le monde du handicap, alors, pas tous, hein, mais certains apprennent à être tolérants aussi.
paradoxalement, et à accepter que les gens, ils aient besoin d'évoluer tout doucement. Alors pourquoi c'est pas complexe pour une structure associative? Structure associative ou PME, même combat. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Déjà, quelque chose de factuel. Il faut quand même savoir qu'il n'y a que 15% des adaptations de postes qui coûtent plus de 3 000 euros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même on peut faire beaucoup avec peu de moyens. Alors, oui, mais concrètement, concrètement, moi j'ai un ami qui est sourd, c'est pour ça que je reviens souvent là-dessus parce que j'ai appris moi aussi sur ce sujet, notamment grâce à lui. Euh, il est ingénieur dans une très 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 grande entreprise. Ils avaient un sujet. En fait, la salle de réunion c'était une table rectangulaire. Donc très bien, tout le monde sait qu'il est sourd, donc, et puis il lit sur les lèvres, donc là, voilà, c'est génial, monde parfait. On met un PowerPoint, on met un PowerPoint. Je vous expliquerai après pourquoi. On met un PowerPoint, tout va bien, et puis tout le monde fait bien attention de lui parler en face, et voilà, et tout va bien. Sauf que dans une réunion, on le sait tous, à un moment donné, ça peut partir en autre boudin. Et donc à ce moment-là, et ben voilà, je commence à m'engueuler avec Pierre, avec Paul, avec Jacques sur un sujet. Et toutes ces choses informelles qui font partie de la vie d'une entreprise, qui font partie des éléments qu'on doit savoir pour jauger les relations entre les uns et les autres, vers qui je me tourne, vers qui je me tourne pas, machin et tout ça, c'est pas dans un PowerPoint. C'est ni dans le compte-rendu. En général, c'est plutôt un procès-verbal pour une sanction disciplinaire. Mais je suis en train de me voir à l'image, il y a un décalage, je me demandais pourquoi j'étais de dos. Et donc, tout ça pour vous dire que ça, on s'en rend pas compte, nous, parce qu'on entend, mais tout ce qui est informel est important. Donc, pour régler le problème, ils ont révolutionné l'entreprise. Attention, hein, accrochez-vous. Ils ont remplacé la table rectangulaire par une table ronde. Pourquoi? Parce que personne se tourne le dos. Et du coup, mon pote, il peut suivre beaucoup plus facilement les gens. Sachant que lui, ça lui demande quand même beaucoup d'efforts de lire sur les lèvres, donc il se fatigue plus vite. C'est un peu la caractéristique commune sur beaucoup de handicaps, notamment sur tous les handicaps. Parce que vous êtes là en train de compenser énormément. Donc, pour répondre à votre question, c'est pas complexe, ça dépend quel sujet vous voulez adresser. Notamment sur le document unique. On n'est pas obligé de devenir parfait du jour au lendemain, c'est pas le sujet. Mais si vous voulez progresser, il faut déjà commencer. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors je vois que le temps tourne, le temps file. N'hésitez pas à me poser des questions. On a posé un petit peu au fil du temps. Ok, merci, mais par où commencer alors quand on part de zéro? Alors ça, je ne sais pas si vous avez un document unique qui est mis en place. Mais déjà, peut-être commencer par ça, si vous avez un salarié, hein, enfin plus d'un salarié. Et déjà commencer par le document unique. Et puis ensuite, par où commencer? J'ai envie de vous dire, appelez Secutop. Puisque là, on rentre quand même dans des sujets qui sont un peu plus techniques et qu'il faut voir au cas par cas, entreprise par entreprise. Donc, tout ça pour le DUERP. Ce qu'il faut quand même vous rendre compte, c'est que le document unique, si vous l'avez déjà chez vous, euh, vous en rendez pas forcément compte, mais il commence déjà à prendre le sujet normalement de certaines situations qui pourraient être handicapantes, notamment tout ce qui va être les postures, gestes et postures, les rythmes, la fatigue, la charge mentale dans certains métiers. Ah oui, des situations évolutives. Je vous donne un exemple. Sur un entrepôt, vous avez une personne qui a un trouble autistique. Mais c'est un exemple concret qui existe, hein. Et puis, voilà, cette personne elle a un trouble autistique. Donc, on prend du temps à la former sur sa tâche. Donc,
était magasinier, mais c'était une tâche assez répétitive. Et donc on le forme, donc au début il fait des erreurs, et ensuite, franchement, une machine. Babam, 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 et il envoyait, et parce que c'est des personnes, souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent des personnes qui ont besoin de se sécuriser dans une routine. Donc là, très bien, paf, tâche répétitive, clac, 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 on y va. Et bah là, son manager m'interpelle et puis il me dit, ouais, bah, je comprends pas, ça marche bien, et puis après, ça marche plus. Je dis, bah, tiens, c'est quand même bizarre. Et puis on discute un peu plus, et puis on commence à regarder, et puis je regarde comment il bosse. Bon, la personne avec le trouble autistique n'était pas trop enclin à parler plus que ça, donc et en fait, je me suis aperçu de quoi? Eh bien, en fait, on lui changeait à rythme régulier sa ligne de produits à gérer. Et donc, alors c'est ni un problème d'entreprise, ni un problème de personne, c'est un problème de faire rentrer la compétence dans le poste, là, pour le coup. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment bien analysé l'activité du poste, on n'a pas bien compris les besoins de cette personne. Cette personne a besoin d'être toujours sur la même tâche. Et là, on lui disait, bah, en gros, pendant 15 jours, un mois, ça va être la même chose, et après, ça va changer. Donc, à chaque fois qu'il rechangeait, qu'il repartait sur un nouveau cycle, il repartait sur le même problème, et ensuite, quand il avait pu gérer sa routine, il repartait, et il arrivait à gérer sa routine jusqu'au prochain cycle de changement, etc. Donc là, typiquement, on est dans un problème d'analyse du poste, et donc on peut avoir des situations de travail qui évoluent. Et puis on peut avoir des personnes qui évoluent du fait de leur travail, des emplois qui sont plus contraignants que d'autres. Pas de questions, donc ça va, je continue. Ah bah si, il suffit que je dise ça. Émilie, pour une TPE et PME, s'il n'y a pas de personnes en RQTH au sein de l'entreprise sur le DUERP, nous ne ferons pas mention des risques liés au RQTH et pas de mesures de prévention liées liées au RQTH et pas de mesures de prévention liées au handicap. Peut-on préconiser à l'entreprise la mise à jour de son DUERP, enfin de son document unique, en cas d'embauche d'une personne en RQTH? Dans le cas d'une TPE ou d'une PME, c'est comme dans une autre entreprise. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'avez pas de personnes en situation de handicap qui ne se dévoilent pas? Euh, Pourquoi ne pas commencer tout de suite à préparer le terrain et pas forcément attendre une personne avec un RQTH? Parce que là, après, en fait, le problème, c'est toujours la même chose, c'est qu'on va attendre le moment où ça casse pour faire les choses, et on va pas forcément prendre le temps de les faire bien. Prenons le temps de les faire bien, de bien les faire, pardon. Euh, le document unique, là, qu'on est en train de travailler avec Secutop sur le document unique inclusif, bah, l'année 1, vous êtes toujours avec votre document unique. L'année 2, pourquoi on passerait pas au document unique inclusif? Surtout qu'on a tous les outils avec Secutop pour digitaliser votre document unique. Il suffit juste de faire une évolution et allons-y. Enfin, n'attendons pas forcément que ça nous tombe dessus. Enfin, vous savez, moi je suis bien placé pour vous en parler parce que le handicap, ça vous demande pas votre autorisation hein, pour savoir si ça vous tombe dessus, hein. Moi, quand ma fille elle s'est présentée à nous, on n'était pas prêts. Et alors quand j'interviens dans les écoles, pas dans les entreprises, mais quand j'interviens dans les écoles et tout ça, j'essaie de leur dire, mais attendez pas que ça vous tombe dessus pour vous intéresser au sujet, parce que bah, moi j'ai eu les ressources, j'ai eu la chance d'avoir les ressources pour avancer rapidement sur ce sujet, et encore pas suffisamment à mon goût, et vous avez toujours l'impression de mal faire. Mais de toute façon, vous serez confronté de près ou de loin au handicap. Donc, euh, c'est statistique, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein. Ne serait-ce qu'en vieillissant, ne serait-ce que par les emplois, enfin, vous allez être confronté. Donc pourquoi ne pas le faire? Moi j'ai envie de vous dire, mais pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? C'est assez incroyable. Puis en plus, là j'ai rencontré des professionnels de santé, hein. Des professionnels de santé qui sont venus partager avec moi après une conférence et qui se sentaient perdus. Mais croyez bien que vous vous sentez perdu à chaque fois. Parce que on n'anticipe pas, on n'essaie pas de s'intéresser au sujet parce qu'on dit bah c'est pas prioritaire.
Et le moment où ça nous tombe dessus, bah, du coup, ça devient une priorité. Et du coup, bah, on sait plus vers qui se tourner, une asso, une boîte, un formateur, et machin, je vais faire des formations. Non, mais là, enfin, c'est le début du n'importe quoi. Il faut réfléchir à un projet avant de le mettre en place. Je dois y aller. Merci beaucoup, Cédric, pour vos réponses. Bah, Charlène, avec grand plaisir, et merci pour vos questions à vous. Et bon appétit surtout. Donc il nous reste 6 minutes. N'hésitez pas à me poser des questions. J'en ai vu quand même déjà pas mal intéressantes et j'espère que les réponses ont été tout aussi intéressantes. Euh, je vais prendre le temps de conclure sur les 5 minutes qui restent, à moins que vous ayez une question à me poser. Pour vous dire que, encore une fois, j'insiste, vous n'avez pas besoin de devenir des experts sur le handicap. Je ne suis pas un expert du handicap. Je suis un expert du bon sens. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est simplement ça. Faut se décomplexer par rapport à l'approche des handicaps. Faut se décomplexer par rapport au sujet et faut ouvrir la porte à la performance que vous pouvez avoir. Parce que quand vous avez quelqu'un qui a la banane parce qu'il a galéré pendant 10 ans à trouver un boulot, que finalement vous l'embauchez, et il est là, il ou elle est là tous les jours à l'heure, fait son boulot avec la banane, part avec toujours cette même banane, que vous vous rendez compte, et ça, il y a eu des études dans les pays nordiques, je vous dirai ça après, c'est intéressant. Donc oui, donc dans les pays nordiques, ils se sont aperçus que quand même les arrêts maladie, vous savez, le bobo du lundi, parce que le samedi, il a été un peu chargé, bah, vous en avez un peu moins, parce qu'on se regarde un petit peu moins le nombril quand on est face à une personne en situation de handicap. On se remet un petit peu en question. Ce qui est vraiment important, c'est de mettre en place un cadre clair, avec des rôles bien définis. On a un autre référent handicap. Ce référent handicap, je passe par lui parce que je lui fais confiance, il va être compétent, mais parce qu'il est compétent, parce qu'on a fait le travail de diagnostic, on a un document unique, le référent a été formé, et on met des actions de suivi en place. Et voilà, et toute l'organisation est impliquée. C'est pas juste une ou deux personnes, c'est toute l'organisation, du PDG à même, pourquoi pas, un intérimaire avec un livret d'accueil qui prend en compte directement ce sujet. Alors j'ai Vincent qui me dit bonjour. Ben, bonjour Vincent. Déjà très poli Vincent, bravo. Statistiquement, dans toute réunion supérieure à 8-10 personnes, il y a au moins une personne en situation de handicap. Bah oui. Voilà, très bien. Merci Vincent. Il renforce ce que j'ai dit précédemment et je le remercie. Euh, alors, Émilie dit, j'aimerais beaucoup découvrir votre DUERP inclusif. Eh bien, Émilie, je vous dis à très vite. C'est tout ce que, bien sûr, qu'on viendra avec plaisir pour en parler ensemble. Alors, soit moi, soit un conseiller, euh, pour avancer sur le sujet. Euh, vous rendez service à personne, hein, quand on parle d'inclusion, vous n'êtes pas là pour faire œuvre charitable, hein. C'est même peut-être même l'inverse. C'est pas une posture morale que vous devez avoir. Votre entreprise est un échantillon de la société et donc est représentative de la mixité de la société. Qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, la société, elle est là. Donc vous franchissez pas la porte en changeant de monde. C'est pas vrai, c'est la continuité. D'ailleurs, vos clients, vous ne savez pas comment ils fonctionnent et peut-être que eux, à un moment donné, vont déclencher une incompréhension parce que vous n'avez pas traité ce sujet. Ça marche. Bah, à bientôt, Émilie. Par contre, pour vous, c'est une compétence. C'est une compétence à acquérir. Et c'est vraiment quelque chose de très, 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 très important qu'il faut comprendre. Et je vous invite vraiment à prendre contact avec nous. Mais vraiment, ce sera vraiment un vrai plaisir parce que moi, c'est même plus une passion, c'est une obsession, le sujet du handicap. Parce que je suis intimement convaincu que les entreprises en France passent à côté de quelque chose, enfin, d'un vivier de personnes au talent extraordinaire. Et j'ai des exemples, mais je pourrais vous parler encore pendant 2 heures. Mais à un moment donné, je suis comme vous, j'ai faim. Euh, Par contre, partez pas à l'aveugle. Commencez pas à aller faire des webinaires, petite boutade, mais commencez pas à partir dans toutes les directions. Il y a un chemin à suivre, il y a un départ, il y a un milieu, il y a une arrivée.
Allez-y step by step. Ne voyez pas l'objectif en premier. Voyez d'abord le premier jalon et après, une fois que le premier jalon posé, on passe au second. Voilà, il est 29. Je peux encore prendre une question et ensuite je vous dirai bon appétit. Donc j'attends parce qu'il y a un petit décalage de 20 secondes. Donc je vous propose de vous chanter une petite chanson en attendant si jamais vous avez une question. Mais non. Eh bien écoutez, en tout cas, moi j'espère sincèrement. Merci Valentin pour le slide. On résume en 3 mots. Comprendre, structurer, agir. Et mais écoutez, j'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse. On est tout disposé, donc vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur le site de SecuTop. Vous nous contactez directement, vous nous envoyez un petit message et on se fera un plaisir de se mettre en relation avec vous, que ce soit pour les formations, l'accompagnement, le document unique inclusif et encore tellement de choses, la réalité virtuelle. Voilà. Je vous dis à bientôt et puis merci beaucoup et puis à la prochaine visio, au prochain webinaire qui sera sur une autre thématique et avec une autre personne surtout. À bientôt, au revoir.